comme dans beaucoup d'établissements de soins psychiatriques et autres, on a souvent constaté une pénurie médicale, hein, ça a été une de nos premières motivations, et ça n'a pas été notre unique motivation, parce qu'on s'est aperçu que, en tant que médecin, ça pouvait nous apporter une aide substantielle, et donc sur l'établissement, on a particulièrement travaillé pour qu'il y ait un binôme médecin-IPA, et en tout cas sur mon pôle, je parle sous le contrôle de Jocelyn, ce binôme IPA médecin fonctionne plutôt bien, il y a une très belle complémentarité, et alors je ne les vois pas tous les 4 matins non plus, mais ils n'ont pas l'air trop malheureux, nos IPA, donc voilà, enfin de ce qu'on m'en dit, ils ont l'air plutôt satisfaits, et vraiment nous en tant que médecin, on est aussi très satisfait de cette collaboration qui a été bien travaillée sur l'établissement. Hein. Merci à Jocelyn qui a beaucoup œuvré pour que cette collaboration se fasse. Merci à monsieur le directeur qui a sorti aussi carnet de chèques pour vous permettre d'avoir les formations, etc. Donc tout ça, ça a été je pense, bien préparé. Je pense que tous les établissements n'ont pas eu la chance d'avoir cette préparation. Alors je ne sais pas, peut-être qu'au cours de vos échanges, vous pourrez en parler, mais vraiment, nous, on a, sur le plan médical, une entière satisfaction de cette collaboration médecin-IPA. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, les médecins, ils ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Bon. Et puis maintenant, ils disent « Où est mon IPA ?» Hein, donc c'est plutôt pas mal, voilà, et ça apporte énormément d'air un petit peu sur nos flux de consultation, sur des patients que vous êtes amenés à suivre. Il y a une belle collaboration qui se met en place, et cette collaboration est tellement intéressante qu'on envisage de développer d'autres IPA pour d'autres missions, pour des missions sur la POP, enfin moi je pense sur la POP, sur le psychotrauma, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place au niveau de votre travail, de notre travail à tous. Voilà. Les médecins et les IPA ne sont pas du tout en concurrence, je crois qu'ils s'entendent plutôt bien. Voilà, moi, les retours que j'en ai sont tout à fait positifs, et je pense que c'est... Au départ, ça partait d'une idée de pallier une certaine forme de pénurie, hein, qui est, il ne faut pas se cacher, qui est toujours là. Mais en tout cas, cette pénurie s'est transformée en un essai totalement positif. Et moi, je souhaite que voilà, cet essai puisse se poursuivre aussi longtemps que possible. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose sur vos missions de consultation, missions de recherche, missions... leadership clinique. Peut-être certaines que j'oublie. Hein? Sur la formation. La formation, voilà. Écoutez, voilà, ça se met en place tranquillement. Et puis... quand on pratique, plus on avance dans la pratique, plus on trouve de nouvelles missions, plus on trouve de nouveaux intérêts. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, sur le pôle extra-hospitalier, je pense que je peux parler pour l'ensemble du corps médical, monsieur le directeur. Nous sommes tout à fait satisfaits. Des applaudissements. Donc François Martin, directeur de la Chartreuse. Je dirais, je dis ça mérite des applaudissements parce que avoir un tel soutien au niveau du corps médical, et je ne pense pas que ce soit les IPA qui puissent me contredire de ce côté-là, il y a d'autres professionnels, c'est vraiment primordial. C'est-à-dire que vous avez évoqué la pénurie, il y a du carnet de chèques, bon, c'est un petit peu l'image du vecteur que nous avons, mais au-delà de cette image, il y a l'idée aussi. Cette idée, moi je l'ai partagée, j'ai été infirmier il y a 30 ans ici, je suis allé semaine dernière voir le système de santé au Canada. Je trouve que c'est très intéressant de voir, bon, c'est pas une domination, là-bas ils ont d'IPS, pourquoi pas, spécialiser à la place d'avancée. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement, et ça vous sera expliqué, je pense, de façon beaucoup plus ample par M. Deroux, je vous remercie, par rapport à son implication qu'il a eue pour mettre en place, via les textes réglementaires, les statuts des IPA, mais aussi tout le mouvement que l'on sent de fond depuis quelques années. Moi, il y a 30 ans, j'aurais eu des IPA, je ne suis pas sûr que je serais aujourd'hui devant vous. Je serais peut-être un des infirmiers avec une spécialisation parce que ça manquait énormément à notre profession infirmière. Et ça, c'est
je trouve un manque qu'il y a eu, la recherche, la formation, le côté enseignement, et puis bien sûr la pratique clinique que d'autres pays ont déjà développée depuis longtemps, une reconnaissance vraiment pleine et entière. Sur la façon dont on a abordé, vraiment, moi j'étais ravi quand j'ai vu les IPA. J'ai travaillé en excellente collaboration avec la direction des soins également, au-delà du grand corps médical, à convaincre, certes, mais aussi déjà à convaincre les propres intéressés. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau qui arrive, on est au premier palier. Dire, je rêve d'une conférence où on soit au Zénith de ce côté-là, en disant attention, voilà où nous en sommes. Du côté québécois, ils font des conférences comme ça, ils appellent avec des gestionnaires qui sont des cadres de santé, cadres supérieurs, c'est 450 personnes qui se réunissent ensemble pour réfléchir sur l'évolution des professions. Donc bon, on est petits joueurs, mais je pense que chaque palier mérite d'être réfléchi. Sur le côté de cette, pour moi, c'est qu'une première avancée. Après, comment on a réfléchi au sein de la Chartreuse, déjà être transparent sur qui les sélections, sur les personnes, les accompagnements, les statuts professionnels. Je pense qu'il y aura encore des choses en statut qui sont encore à réfléchir. Je prends du côté québécois, c'est 130 000 $ canadiens, ou 1,40 $ canadiens. Je vais faire un peu d'exercice cet après-midi, juste après le repas, c'est parfois un peu difficile. Alors que les infirmières sont plutôt du côté 80 000 $. Vous voyez, on a vraiment des grosses différences salariales, d'où aussi le fait que ça partent au Canada. Il faut parfois emmener famille et autres, c'est parfois plus compliqué, et c'est un autre choix de vie. Enfin bon, c'est toujours des expériences parfois intéressantes. Du côté des IPA, je pense qu'à côté Chartreuse, on va encore continuer, il y en a au moins 2 qu'on va reprendre, on va former. Et puis peut-être d'autres qui renforceront, parce que ça marche très très bien. J'avais vraiment une crainte avec le corps médical, c'est est-ce que, j'allais dire, la mayonnaise va prendre, enfin on peut le dire aussi, les réticences, vous l'avez cité, docteur, merci, beaucoup d'interrogations. Et en fait, je remercie particulièrement les IPA, parce qu'ils ont su aussi, quelque part, faire ce premier palier, de dire voilà ce qu'il en est de notre pratique. Parce que, comme vous le savez, c'est intuitif personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment propre aux personnes. Et si, pour ce raison, il y a une petite mauvaise présentation, et il y a des heures qui viennent de droite ou de gauche, on va vite parfois l'échec. Surtout qu'ils sont en poste, j'allais dire, isolés, entre guillemets, au sein des services. Ce qu'on a souhaité sur la Chartreuse, c'est également non pas qu'il y ait un rattachement par rapport à un médecin particulier ou à un service particulier, mais plutôt avec la direction des soins. On a vraiment quelque chose de transversal, et ça c'est important, à mon sens, d'avoir une approche globale. Et là je remercie aussi Jocelyn Guillot qui a les IPA en direct. Je pense que c'est important d'avoir des cadres supérieurs de santé qui puissent harmoniser, parce que sinon vous avez vite, et vous le savez, comme moi, il y a des bastions, on appelle ça des pôles parfois, ou des services, peu importe, mais on peut vite avoir des choses très particulières s'il n'y a pas une harmonisation d'ensemble et un détail qui puisse se faire non pas de façon pensée, de façon globale, mais qui parfois même arrive de façon tronquée sur le détail de déclinaison du rôle des IPA. Donc je pense que c'est très important d'avoir cette approche globale. Donc vraiment en synthèse, je pense, volonté, j'allais dire politique quelque part, mais politique au sens large, médicale, direction, importance des personnes là-dessus, et puis après, c'est la pratique. C'est un petit peu où nous en sommes aujourd'hui pour vous expliquer le parcours, et puis c'est toutes les marches qui nous restent. Donc je pense que c'est une de ces premières marches, et puis je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres qu'on pourra gravir ensemble. Merci. Et bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette invitation à communiquer cet après-midi. Et c'est toujours un plaisir de venir à Dijon, et la Bourgogne m'accueille avec le soleil, donc magnifique. Alors donc il m'a été demandé de faire un point sur l'histoire des infirmiers de pratique avancée en France. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître récent, mais on va voir que c'est une longue histoire, et je peux en parler de manière assez aisée, puisque j'ai eu la chance, dans le cadre de mandats associatifs successifs,
d'être partie prenante de l'aventure des textes, des différentes versions des textes d'application 2018, 2019 et 2021. Et donc, c'est toujours intéressant de porter un regard sur le passé pour mieux comprendre le présent et puis peut-être aussi, on l'espère, mieux envisager le futur. C'est un petit peu comme ça que j'ai envisagé cette intervention. Donc ça, c'est pour les liens d'intérêt. Donc l'idée, au niveau des objectifs, c'était à la fois de regarder les étapes marquantes. C'est toujours comme ça. Non, ça tombe aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on répète. 4 ans qu'on répète et puis... Merci. Et donc de regarder cette histoire sur un prisme plutôt national, et puis en même temps aussi de regarder, puisque la thématique de votre journée est avant tout centrée sur le binôme et sur la relation qui unit IPA et médecins au quotidien, et bien de voir aussi dans cette histoire et dans les différentes phases qui se sont succédées pour arriver à la période contemporaine, et bien en quoi ces différentes étapes ont pu imprimer, impacter la relation qui pouvait exister entre d'abord les infirmiers et les médecins, après les premiers IPA et les médecins, et puis aussi regarder ce qui se joue à un niveau peut-être un petit peu plus méta entre les organisations professionnelles médicales et les organisations professionnelles d'IPA sur tout ce qui trait justement aux négociations sur le futur de ce type d'exercice. Alors bien sûr, aborder cette question, ça amenait à imaginer de faire un certain nombre de choix. Et donc les choix que j'ai opérés, c'était plutôt sur ce sujet-là d'adopter une approche à la fois plutôt socio-historique, socio-professionnelle, et puis également de le faire avec un périmètre qui se veut quelque peu international, mais surtout énormément national, et avec deux focus. Un focus interpersonnel, vraiment dans la relation, dans la dyade entre l'IPA et le médecin, et puis un autre focus qui me semblait aussi intéressant, c'était de regarder ce qui se joue entre ces organisations professionnelles. Concernant la période, puisque c'est vrai que si on réfléchit à l'histoire, il faut aussi se fixer une période, j'ai pris comme point de départ les années 90, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de racines à cet exercice en pratique avancée qu'on trouve à cette période en France, en tout cas, puisqu'on arrive, nous, sur ces sujets-là un tout petit peu plus tard que notamment les collègues américains qui ont été précurseurs dans le domaine. Et puis on va aller donc de 1990 à la période contemporaine. Donc la manière dont on va cheminer sur le temps là, qui nous sépare de la pause, on va repréciser un certain nombre de points de cadrage à la fois internationaux et nationaux sur le sujet. Ensuite, on essaiera de faire ce retour sur l'histoire depuis 1990, et puis on se quittera sur les perspectives, et l'actualité des IPA est assez chargée actuellement, et les perspectives semblent assez on va dire, nombreuses et florissantes. Alors si on s'intéresse d'abord à quelques éléments de cadrage, on va faire quelques rappels pour être sûr qu'on parte tous et toutes d'un même point de départ. Alors bien sûr, on est en France, donc de ce fait, on a un type de relation, puisque ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce qui se joue entre IPA et médecins. Et donc, il est intéressant de voir le cadre qui régit justement l'exercice de ces deux professions globalement dans notre code de santé publique. Et on est assez conservateur en France. On évolue assez peu dans ce domaine-là, puisque, comme vous le savez, on a un code de santé publique qui est un petit peu clivant, puisqu'il met d'un côté le médical et de l'autre côté toute la kyrielle des auxiliaires médicaux. Donc ça, c'est un premier élément qui est important à garder en tête, puisqu'il va être aussi assez déterminant au regard de notre sujet. Donc premier constat. Deuxième constat, avant d'être IPA, on est avant tout infirmier, puisque la fonction d'IPA se pense sur la base d'un métier socle. Et donc il est vrai que lorsqu'on s'intéresse à cette relation entre IPA et médecin, il y a aussi des racines autour de cette relation interpersonnelle qui sont à chercher
dans le vécu de l'IPA lorsqu'elle était IDE, et donc forcément son vécu de cette relation infirmière-médecin et également dans quel environnement ça s'est déroulé et dans quel type d'exercice, parce que c'est vrai que l'exercice infirmier est marqué par cette diversité, et donc ça peut aussi impacter énormément ces champs-là. Et on voit que la transition professionnelle que vit tout étudiant IPA, parce qu'un étudiant IPA c'est avant tout un infirmier étudiant IPA, et que... Merci. Et donc, bien sûr, cette transition, elle est marquée par un certain nombre d'éléments où on se pose des questions sur ce qu'on garde, sur ce qu'on fait évoluer, sur ce qu'on acquiert dans le capital infirmier lorsqu'on entre en formation. Et bien sûr, cette transition, elle va aussi toucher la relation qui est entretenue par la future IPA avec le médecin. Donc, l'idée... bien sûr, quand on se penche sur cette question-là, c'est de se dire, partant de cette base, qu'en est-il ? Qu'est-ce qui a été étudié sur la relation infirmière-médecin ? Comment ça a été théorisé, étudié et on se rend compte que c'est un objet de recherche qui a été énormément exploré. Je vous ai cité quelques ouvrages, en tout cas quelques études de référence sur le sujet, et on voit que globalement, quand ce sujet, cette thématique est étudiée, eh bien on dégage 3 facteurs d'influence qui sont marqués à la fois par un premier pôle, une relation de pouvoir, un deuxième pôle, une relation qui est très imprimée aussi, très marquée par la notion de genre, même si c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et qui a pas mal évolué durant les dernières années du fait de la féminisation de la profession médicale notamment, et puis une question aussi qui intéresse la classe sociale. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que pour qualifier ce type de relation entre l'infirmière et le médecin, eh bien, on se retrouve très souvent avec 2 pôles possibles, et puis ensuite toute une nuance entre les deux. Un pôle plutôt, on va dire, historique, qui se traduit par une relation plutôt de type patriarcale, et puis une relation un petit peu plus moderne qui, elle, est basée sur ce qu'on appelle la relation interprofessionnelle, qui reconnaît en fait ces 2 professions avec leurs spécificités, avec leur complémentarité également, et donc cette deuxième vision, bien sûr beaucoup plus contemporaine, semble beaucoup plus satisfaire en tout cas les infirmières lorsqu'elles sont dans ce type de situation. Alors, il ne faut pas oublier que sur ces sujets-là, là encore, l'histoire a son importance, et on remonte encore plus qu'aux années 1990, puisque l'infirmière moderne en France, petit rappel, pensée à la fin du 19e siècle, plutôt pensée par les médecins pour les médecins, avec une vision qui était quand même celle d'être l'œil et la main du médecin en son absence, avec un certain nombre, vous voyez, de caractéristiques qui figurent sous cette représentation de l'infirmière du début du XXe siècle, et puis tout un parcours de professionnalisation de l'exercice infirmier qui en France a peut-être pris un peu plus de temps que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons ou encore les pays scandinaves, mais qui arrive quand même à une situation qu'on connaît et qui se traduit dans nos textes, notamment dans le texte de 2009 pour l'exercice infirmier, avec les 4 qualificatifs qu'on connaît à propos des infirmiers, c'est-à-dire compétent, responsable, autonome et réflexif. Donc on voit bien qu'on est quand même là encore, si on regarde sur ces 2 polarités qui peuvent traduire de la nature de la relation qui va unir là encore dans un mouvement qui tend quand même à aller vers une relation beaucoup plus interprofessionnelle. Voilà pour cette notion de racine. Il faut aussi savoir que globalement, et pour l'ensemble de l'effectif infirmier, on a un certain nombre de prises de position qui existent maintenant, soit au niveau international, soit au niveau national. Vous avez notamment là sur la gauche de la diapositive une prise de position des grandes organisations internationales de professions de santé. Vous reconnaissez le logo des professions infirmières, médicales et autres,
prône ce type de relation interprofessionnelle entre les uns et les autres, et puis des déclinaisons qui sont faites dans différents pays du monde. Là, par exemple, je vous ai sorti cette prise de position de l'association des infirmiers et infirmières du Canada, qui insiste aussi sur cette nécessité. Ce qui est aussi intéressant à garder en tête concernant cette relation de type interprofessionnel qui est privilégiée par rapport à une relation plus patriarcale, c'est aussi qu'il a été mis en évidence que la relation interprofessionnelle génère plus de satisfaction au travail chez les infirmiers. Et donc qui dit satisfaction au travail dit aussi facteur fort en termes de fidélisation. Et c'est intéressant de reconnaître ces éléments-là en ce moment, puisque la fidélisation et l'attractivité sont quand même deux mots-clés actuellement sur lesquels on revient beaucoup au regard de la situation que l'on vit dans nos environnements nationaux. Alors bien sûr, si on se rapproche maintenant, on a vu les racines infirmières, maintenant si on se rapproche de l'exercice infirmier en pratique avancée, comme je le disais précédemment, on arrive sur ce sujet-là sur un territoire qui est bien balisé au niveau international. On est arrivé beaucoup plus tard que d'autres sur ce sujet-là. Citons notamment l'antériorité américaine pour les infirmières cliniciennes spécialisées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Pour les infirmières praticiennes, eh bien, ça date du milieu des années 60, donc globalement on a un beau recul et donc des enseignements qui ont été dégagés qui peuvent nous aider, nous qui arrivons un peu plus tard sur cette thématique-là, à peut-être éclairer nos décisions ou en tout cas construire des argumentaires beaucoup plus étayés. Et surtout la chance qu'on a sur ce sujet-là d'avoir à l'initiative du Conseil international des infirmiers et dès la fin des années 90 pu disposer en fait de la création de ce réseau de pratiques avancées, qui est un réseau très actif, qui met à disposition tout un tas de normes et qui les actualise assez régulièrement, et qui permet d'offrir ainsi tout un ensemble de ressources aux infirmiers de pratique avancée des différents pays du monde. Et là, vous voyez, notamment lors de la dernière réunion internationale de ce réseau qui avait lieu l'année dernière, on atteint 121 pays qui ont manifesté leur intérêt pour un exercice en pratique avancée, et chaque année, le nombre des pays qui envisagent l'introduction de l'exercice en pratique avancée est sans cesse croissant, notamment en lien avec les objectifs qui ont été fixés par l'OMS, d'avancer dans la plupart des pays du monde vers une couverture santé universelle. Donc là encore, si on regarde en filigrane ce qui est mis en avant autour de cette notion de pratique avancée dans ce réseau, eh bien, il y a 4 mots-clés qui reviennent en permanence. La pratique avancée permet une amélioration de l'accès aux soins. La pratique avancée, si elle est bien pensée, si les professionnels qui vont vers ce type d'exercice sont bien formés, s'ils sont bien cadrés par une législation et une réglementation adaptée, eh bien, il n'y a aucun problème en termes de qualité et de sécurité pour le patient. Donc ça, c'est aussi 2 mots-clés importants à dégager. Et dernier point, on va rebondir sur les propos de votre directeur qui parlait du différentiel qui peut exister dans la rémunération des IDE et en tout cas des infirmières et des infirmières de pratique avancée au Canada. Certes, les infirmières de pratique avancée, en général, dans un certain nombre de pays du monde, notamment en Amérique du Nord, sont beaucoup mieux payées que les infirmières, mais elles sont toujours moins payées que les médecins. Donc finalement, lorsqu'on ajoute accès, qualité et sécurité à l'échelle d'un système de santé, la solution d'introduire un nouveau maillon qu'on appelle l'infirmier de pratique avancée, eh bien, c'est aussi un moyen pour les systèmes de santé d'éviter trop de dépenses et ainsi de pouvoir imaginer cette couverture santé universelle qui sinon ne serait pas possible. Alors bien sûr, je parlais du travail assez conséquent qui est mené par ce réseau de pratiques avancées en termes de création de normes, de prise de position. Là, on a la chance d'avoir eu sur l'année 2020 et l'année 2021 les 2 monographies qui ont été publiées et qui
font état justement de la manière dont on définit au niveau international, d'une part sur la première monographie, les fonctions d'infirmière clinicienne spécialisée et d'infirmière praticienne, et puis sur la deuxième monographie qui a été publiée une année après, on aborde un peu plus en détail la fonction d'infirmier anesthésiste. Bien sûr, vous, ce qui vous intéresse, on va plutôt se centrer sur ces deux fonctions d'infirmière clinicienne spécialisée et d'infirmière praticienne, parce que c'est un auditoire qui est plus intéressé par... Il y a de la variété. Hein. On va le savoir. Il va y avoir Une technique pédagogique, ça, pour maintenir le public en Et donc, bien sûr, on va se recentrer sur ces deux fonctions, et en même temps se recentrer sur ces deux fonctions. C'est absolument essentiel actuellement, puisque vous savez que il est important de bien faire le point sur ce qu'on appelle infirmière clinicienne spécialisée et ce qu'on appelle infirmière praticienne au niveau international, puisque les discussions qui ont eu lieu en France il n'y a pas tellement longtemps, avant le vote de la loi de mai dernier, et des discussions qui normalement devraient se poursuivre, on l'espère rapidement, pour faire que cette loi aille jusqu'à la production de textes d'application, pour avoir un étayage et un socle solide pour s'engager dans ce type de discussion, d'échange, de négociation, il est toujours intéressant de pouvoir avoir ces bases internationales qui vont nous aider énormément. Alors, bien sûr, si on essaie dans les deux, enfin dans la monographie qui traite de ces deux fonctions, les aspects qui sont communs à ces deux fonctions sont bien mis en avant, tout comme ce qui les distingue, ce qui les singularise. Et il est clair que ce qui les singularise, notamment, c'est que l'infirmière praticienne, c'est celle qu'on va retrouver positionnée en premier recours. C'est celle qui accueille des populations de patients qui arrivent sans que ni un diagnostic n'ait été posé, ni une stratégie thérapeutique définie. Donc on est bien dans du primo-diagnostic et on est bien dans de la primo-prescription. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce cadrage en tête, de façon, d'une part, à se repérer, on le reverra juste après, dans les choix qui ont été faits antérieurement, en 2016 et 2018, pour penser un modèle d'exercice en pratique avancée en France, et de voir aussi comment ce modèle a évolué depuis ces dates, et vers quoi on tendrait à aller si la loi de mai de cette année va au bout de ses promesses et se trouve assortie de textes d'application. Je vous avais fait un schéma qui permettait... Merci pour le feedback. Qui permettait assez visuellement de bien comprendre la différence entre les deux et de permettre de ce fait de se situer. C'est bien, on est arrivé à 100%, c'est raccord. Tu reconnais En tous les cas, on voit que vous maîtrisez parfaitement le sujet, même sans support à la c'est vrai. Bravo, avec ça. Ah, Marie-Laure, faut pas que ça t'arrive à toi. T'as pas l'impression du tout. C'est bon. Alors, les paysages sont jolis, hein. Ah, c'est pour combler, c'est pour s'excuser. Les aléas du direct. Exactement. Alors, c'est pas de la faute du monsieur qui a écrit. Alors, donc, ça, vous connaissez probablement cette petite représentation graphique qu'on doit à Denise Bryant-Lucosius.
Et donc moi je m'étais amusé pour essayer de séparer un peu et de dissocier, de bien identifier la différence entre les deux, avec d'une part un modèle d'infirmière clinicienne spécialisée, donc pas positionné en premier recours de fait, où on a, alors ce pictogramme c'est censé représenter un médecin, je vous précise. Et donc, ce médecin qui va réaliser le primo-diagnostic, qui va penser une stratégie thérapeutique, qui va ensuite identifier quels seraient les patients qui seraient potentiellement éligibles à un suivi IPA, et qui va donc adresser ces patients à cette IPA. Donc ça, on est sur une première fonction, un premier modèle, et puis on a l'autre modèle, qui est un modèle différent, celui de l'infirmier praticien, où là, l'infirmier praticien se trouve finalement en premier recours et va filtrer les patients, donc va être dans du primo-diagnostic et de la primo-prescription, va gérer tout ce que son domaine de compétence et son propre niveau de compétence lui permet de gérer, et pour tout ce qui lui pose question, pour tout ce qui nécessite un œil médical, eh bien, va orienter les patients en fonction du besoin vers la profession médicale. Donc on voit bien ces deux approches, et puis on voit très nettement aussi les choix qui ont été faits en France dans un premier temps, et puis ce vers quoi on tend actuellement. Alors bien sûr, si on regarde aussi au niveau international, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, je vous ai présenté les plus importantes, qui sont allées voir justement les spécificités de la relation IPA. Alors j'ai pas mis IPA, j'ai mis APN parce que là on est dans l'international. Je voulais pas faire de confusion avec ce qui va vous venir derrière autour des IPA françaises, pour le coup. Mais globalement, on a pas mal de travaux qui ont été menés pour étudier ce qui se joue entre ces deux professionnels de santé. Donc là encore, on va retrouver des éléments qui renvoient à la notion de pouvoir, il faut être clair, il y a une relation de pouvoir et d'influence qui va se jouer entre ces deux professionnels au sein du binôme, mais on a aussi quelque chose qui se joue autour du contrôle de l'activité, la supervision médicale qui va être ou non imposée aux infirmières de pratique avancée, des questions qui intéressent l'identité professionnelle des IPA dans cette transition, et puis aussi, il faut être clair, des questions de compétition, et notamment la notion de compétition, elle intervient en termes de rémunération, en termes de parfois chiffre d'affaires dans des lieux où les infirmières de pratique avancée sont en premier recours et peuvent également facturer leur consultation. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se modifient un petit peu dans les facteurs d'influence au regard de cette interaction. Alors si on regarde également un peu plus en détail dans toute cette littérature, on voit bien que ces relations se modifient en fonction des types d'exercices, des pays, des fonctions. Elles peuvent se modifier également en fonction des environnements de soins, puisqu'il y a des études spécifiques qui ont montré ce qui se jouait en santé primaire, d'autres qui ont été menées plutôt dans des environnements de type soins de longue durée, donc dans le champ de la gérontologie. Mais globalement, on a des facteurs d'influence autour de cela, qui sont d'une part des facteurs culturels, d'autre part des facteurs qui ont trait à la manière dont le système de santé est organisé et dans lesquels les professions sont organisées, sont situées. La place aussi qui est donnée ou pas à un exercice libéral dans ce système de santé et la place du libéral dans l'offre de soins de fait, l'existence ou non de couverture sanitaire universelle dans le pays. Et puis, dernier élément, et non des moindres, pour un certain nombre de pays du monde, c'est aussi des questions, des particularités géographiques, notamment pour les États insulaires ou des États avec des géographies un petit peu compliquées, on va dire, qui peuvent favoriser cette implantation IPA et favoriser aussi la relation
entre le médecin et l'IPA, tout comme c'est également assez marqué, notamment dans le continent africain, sur la partie Afrique de l'Est anglophone, eh bien des IPA qui sont plus identifiés dans les zones rurales, dans lesquelles on trouve moins de médecins, les médecins étant plus concentrés sur les zones urbaines. Donc on voit bien qu'il y a, si on regarde la littérature internationale sur le sujet, on a tous ces facteurs-là qui vont potentiellement entrer en ligne de compte pour modeler, façonner ce qui va se jouer dans la relation médecin et infirmier de pratique avancée dans le cadre de leur exercice respectif. Alors maintenant, si on revient à notre situation nationale et si on regarde d'un point de vue législatif et réglementaire ce que le Code de santé publique a prévu actuellement, là, octobre 2023, concernant la relation de ces deux professionnels de santé. Alors bien sûr, voilà le modèle IPA, hein, je vais résumer sur un schéma, c'est le modèle en vigueur actuellement, donc on ne va pas présager de la manière dont il va évoluer, mais en tout cas on est bien d'une part dans une pratique avancée, hein, donc il y a une notion d'expertise infirmière, et puis on est bien sur une pratique avancée qui s'exerce dans un champ de compétences élargi, avec deux élargissements qui sont opérés, un élargissement qui se fait dans le champ de la clinique, des activités cliniques, qui sont, cet élargissement est pensé hein, en fonction du champ d'intervention et du domaine d'intervention, plus exactement. Et là, ce qui se dessine actuellement, forcément, c'est qu'on a 4 domaines d'intervention qui sont assez similaires, hein, et puis un qui se distingue un petit peu, c'est le domaine d'intervention urgence, de fait, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. Et on voit bien que dans ce cadre-là, dans le cadre de cet élargissement dans le champ de la clinique, eh bien, ces infirmiers de pratique avancée qui ont ces possibilités-là, hein, qui leur sont données en termes d'autonomie clinique, eh bien, entrent nécessairement dans une pratique collaborative avec un ou plusieurs médecins. Et ce qui est bien mis en évidence et ce qui est obligatoire jusqu'à maintenant, c'est que cette pratique collaborative, elle soit décrite dans un protocole d'organisation signé. Donc là, c'est la logique française, c'est entre guillemets le modèle français qui a été imaginé. Ça ne va pas être l'objet là d'échanger sur l'autre extension du champ de compétences, hein, un champ de compétences plutôt étendu de l'autre côté à destination des soignants en termes de développement professionnel continu, d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques. Hein, tous ces champs-là sont aussi importants et cette fois-ci nécessitent pour les IPA qui exercent au sein d'établissements de santé ou d'établissements médico-sociaux, forcément aussi d'engager une pratique collaborative avec l'encadrement, puisqu'il y a des zones aussi de superposition et des missions qui peuvent leur être confiées dans ce champ-là. On ne va pas s'appesantir sur cet aspect-là qui dépasse l'objet de l'après-midi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans ce modèle français sur la relation médecin-IPA pour le fait ? Eh bien, premier élément, hein, on n'a pas cassé, c'est pas révolutionnaire dans la mesure où, si vous regardez où a-t-on rangé ces infirmiers de pratique avancée, ces infirmiers de pratique avancée sont rangés dans un tiroir qu'on a rajouté dans le Code de santé publique, mais qui reste dans la commode des auxiliaires médicaux. On a juste rajouté un titre préliminaire d'auxiliaire médical en pratique avancée. La relation, elle est le plus souvent de type fonctionnel. Il peut y avoir des situations un tout petit peu différentes, mais c'est plus rare. Il y a forcément une interdépendance, de toute façon, la pratique dans le champ de la santé et l'accompagnement des parcours de soins des patients, c'est souvent une question d'interdépendance. Mais ce qu'il faut dégager avant tout aussi, hein, par rapport à ça, c'est que c'est une relation, comme on vient de le voir, qui est contractualisée actuellement, contractualisée sur la base d'un protocole de coopération qui va régir un certain nombre des interactions entre les deux professionnels de santé. Hein. Là, je vous ai sorti ce que la société savante des infirmiers de pratique avancée a produit pour guider la rédaction de ce type de protocole. Donc on voit bien que dans le modèle français, cette relation médecin-IPA, elle est quand même assez cadrée.
Dernier point qu'il est important de mettre en évidence autour de ça, cette relation entre d'une part un monde IPA et un monde médical doit être vue aussi avec sur deux perspectives. Il y a ce qui se joue au quotidien, dans la relation inter-individuelle, et puis il y a ce qui se joue dans d'autres sphères, une sphère un petit peu plus méta, entre les organisations professionnelles qui représentent à la table de négociation ces deux professions. Et là aussi on va le voir, notamment dans l'histoire, qu'il peut y avoir des écarts, qu'il peut y avoir des décalages entre ce qui est vécu individuellement dans le quotidien de la pratique clinique, et puis ce qui est porté, ce qui est défendu dans les espaces de négociation, et parfois ça crée aussi des incompréhensions, des tensions, des paradoxes qui sont pas aidantes dans la relation. Alors si on s'intéresse maintenant à ce regard en perspective historique sur le sujet, donc qu'est-ce qu'on peut dégager? Alors je me suis amusé, ça fait un moment que je suis le sujet, et j'ai fait un peu une liste à la Prévert depuis le départ. En fait, c'est tout ce qui a été fait sur le sujet depuis qu'on a commencé à voir apparaître cette thématique dans des textes officiels. Et donc ça a commencé par le rapport du doyen Berland. Et donc vous voyez que globalement, 2002, 2023, je vous ai pavé un petit peu toutes les étapes, en essayant de mettre un petit peu plus en gras les aspects où il y a eu des avancées majeures, qu'elles soient législatives ou réglementaires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand c'est présenté en 2002, c'est un sujet qui est urgent parce qu'il y a des questions de rupture de l'offre de soins. Vous voyez, c'est urgent, mais le texte, si on va jusqu'au texte d'application, il va falloir attendre 2018 pour arriver à les avoir. Donc, c'est pas très rapide. Je suis en Bourgogne, il fallait bien que je fasse un clin d'œil. Donc c'est pas très rapide, c'est clair. C'est pas rapide parce que forcément on s'attaque parfois à des falaises importantes, et il y a des perceptions de menaces de monopole qui sont attachées aux réflexions et aux volontés d'évolution dans ce domaine. Et puis dernier élément, on voit que les travaux sont toujours en cours, parce que je ne peux pas vous présenter autre chose qu'une loi qui n'est pour l'instant pas assortie de texte d'application. Alors l'évolution, je l'ai pensée, je l'ai ciblée en 4 phases. La première phase, je l'ai nommée « Réfléchir et expérimenter ». Ça correspond globalement à ce qui s'est passé entre les années 90 et l'année 2015. Ensuite, la manière dont le modèle français qu'on a présenté tout à l'heure a été façonné. Là, on est sur une période un peu plus courte qui correspond en fait aux années 2016 et 2018, tout le gros débat sur la forme qu'allaient prendre les textes d'application. Ensuite, l'introduction d'un nouvel acteur dans l'offre de soins, ces IPA qui ont commencé à apparaître dans les équipes et dans les environnements de soins sur 2018-2021. Et puis, depuis 2021, on voit que globalement, on commence à se dire, et si on changeait de modèle, parce qu'on a l'impression que le modèle introduit en 2018, on commence à voir assez rapidement ses limites, ce qui n'est pas nécessairement très étonnant. Donc voilà les 4 phases que je vous propose de passer en revue, et pour chacune des phases, on précisera un petit peu le contexte dans lequel tout ça s'est déroulé, parce que la contextualisation en histoire, c'est toujours important si on veut comprendre ce qui se joue. On regardera forcément, et on y passera plus de temps, les faits marquants qui ont marqué la période au regard de l'avancée du dossier pratique avancé, et puis on essaiera de toucher du doigt quel impact cette période a pu avoir sur la relation individuelle et entre représentants professionnels sur cette période. Alors si on commence par la première étape, un peu plus longue, on l'a vu, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup expérimenté avant finalement de se dire allez, le système français y va et introduit cet exercice en pratique avancée. Alors vous voyez, sur cette période, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu pas mal de remaniements qui se sont opérés dans différents champs, à la fois des remaniements autour de l'organisation du système de santé. Je parlerai notamment
du virage ambulatoire et d'une prise de conscience que notre modèle était plus du tout adapté à une population vieillissante et plutôt porteuse de pathologies multiples et de pathologies chroniques. On a vu aussi que c'est une période qui a été globalement marquée par le fait que, certes, on a, nous, en France, une couverture santé universelle, mais on s'est intéressé à cette période, au coût que ça peut représenter, et on a commencé à voir apparaître cette notion de nouveau management public sur ces sujets-là. Et puis on a vu aussi qu'il y a des choses qui se sont passées et qui ont permis d'achever la professionnalisation du groupe infirmier en France. Je citerai notamment l'autorégulation, je citerai également l'universitarisation de la filière de formation, débutée en 2009 par le grade licence pour la formation infirmière et continué en 2012 pour le grade master pour les infirmiers anesthésistes. On a vu aussi à ce moment-là arriver un début de crainte autour de la démographie médicale, crainte d'autant plus importante qu'on a vu tout à l'heure que le système de santé est très focalisé sur le médecin positionné en premier recours et comme finalement au guichet par rapport à l'arrivée du patient qui est en besoin de soins. Donc on a vu tout un tas d'éléments comme ça qui se sont mis en place. Et donc notamment, si on regarde dans cette période les faits marquants relatifs à la pratique avancée, qu'est-ce qu'on peut dégager ? Eh bien, on a commencé à en parler de cette pratique avancée sur cette période, mais quand vous entendiez les uns et les autres en parler, eh bien, on avait l'impression qu'il y avait deux visions de cette pratique avancée. Il y avait une première vision où on ne parlait pas de la pratique avancée, mais on parlait des pratiques avancées, sur une logique de transfert de tâches, d'activités. Et donc, cette logique-là, elle était très guidée par un document de l'OMS de l'époque qui prônait le task shifting. Et la déclinaison, la transposition qu'on en a fait dans le système français et qui existe toujours, qui a survécu à l'introduction de l'exercice en pratique avancée, c'est les protocoles de coopération, avec toutes les limites de ces protocoles de coopération qui ont été pointées dans l'évaluation qui avait été réalisée dès 2014 par la Haute Autorité de Santé et qui a amené à une refonte du système et à repenser les méthodologies qui permettent d'arriver à la production et à la validation de ces protocoles. Donc une première vision qui est plutôt, je dirais, très limitative par rapport à cette notion de pratique avancée, et en tout cas une vision qui est à côté de la manière dont on définit la pratique avancée dans le réseau de pratique avancée internationale, comme on le voyait précédemment. À côté de ça, on avait une autre vision, avec plutôt un portage de certaines organisations professionnelles infirmières qui s'inscrivaient en continuité avec ces cadres internationaux issus du Conseil international des infirmiers et qui finalement intégraient ces enseignements et ces pratiques internationales dans ce domaine. Et donc là, on parle bien d'une pratique avancée et pas deux pratiques avancées. Et donc, on est dans une logique, qu'est-ce que la profession infirmière, dans un contexte où il faut retravailler l'offre de soins, où il faut s'assurer que cette couverture santé universelle perdure, qu'est-ce que la profession infirmière peut amener au travers de cet exercice en pratique avancée ? Alors, quelle forme ça a pris de manière concrète ? Ça a d'abord pris dans les années 90 la forme d'une expérience franco-suisse qui visait à proposer aux infirmiers des formations en clinique infirmière pour former notamment des infirmières cliniciennes spécialisées, des infirmières spécialistes cliniques. Alors, la reconnaissance sociale de ces formations a été bien meilleure de l'autre côté de la frontière qu'en France. Malheureusement, on est resté à patiner un petit peu en France sur cette reconnaissance statutaire. Mais en tout cas, ça a pavé la voie à une réflexion sur l'expertise infirmière et ça a permis également de s'imprégner, de rendre poreux un public infirmier à des carences scientifiques
qui éclairait ce champ-là. Alors ça a donné quoi concrètement? Ça a donné la création au début des années 2000, donc c'est très concomitant avec la production du premier rapport Berland, de ce qu'on appelait à l'époque un groupe d'intérêt commun au sein de l'Association nationale des infirmières et infirmiers français diplômés et étudiants, qui s'appelait le GIC REPASI pour Réseau de pratiques avancées en soins infirmiers, et qui, du fait des liens entre l'Amphide et le Conseil international des infirmières, a permis d'amener, de sensibiliser, de porter à la connaissance d'un public français tous ces travaux qui étaient menés à l'étranger et qui, pour la plupart, n'étaient pas disponibles en langue française. Donc bien sûr, vous avez vu dans le temps, ce GIC REPASI va prendre son indépendance, et il est, vous le connaissez tous et toutes actuellement, puisque ça correspond désormais à l'Amphipa, puisque après la création de la fonction en France, ce groupe a pris son autonomie de l'Amphide. Donc on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place à ce moment-là. Une tentative aussi par ce groupe de proposer un modèle de réflexion, une méthodologie de travail au niveau du ministère de la Santé pour faire les choses correctement. Et vous savez quelle est la méthodologie qui est utilisée dans la plupart des pays du monde, c'est le modèle PEPA. Un modèle PEPA qui vise à s'intéresser aux insuffisances du système, aux insuffisances de l'offre de soins, de façon à faire le choix en termes du bon modèle d'infirmier de pratique avancée pour essayer justement d'amener une brique à l'édifice. Et là, malheureusement, on a été victime à ce moment-là du syndrome du village gaulois, là, qui est dans l'exception culturelle, et le ministère de la Santé avait toujours un argument en disant « ce qui marche ailleurs ne marchera pas en France ». Et donc, de fait, globalement, le poids de certains lobbies a été plus fort que des choix méthodologiques qui auraient permis peut-être aussi de gagner un peu de temps. Toujours est-il que même si on a avancé ce modèle PEPA, de fait, il n'a pas énormément été suivi, et on verra que ça nous amène actuellement à repenser le modèle et à essayer de le façonner un peu différemment. Pour essayer de pousser les législateurs également à l'époque, vous avez peut-être suivi l'affaire, mais au milieu des années, on est là à peu près dans les années 2009, 2010, 2012, comme les décisions politiques ne venaient pas, vous aviez des initiatives dans le champ de la formation qui ont pris la forme de la création de masters en sciences cliniques infirmières. Qui se voulaient précurseurs d'un exercice en pratique avancée. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens qui sortiront de ces masters seront les premiers, via la validation d'acquis, à devenir les IPA diplômés dès 2019 en France. On a aussi eu des projets régionaux, je pense notamment pour la région Île-de-France, au projet Préfixe, qui avait un soutien de l'ARS pour essayer de préfigurer ce que pourrait être l'introduction d'infirmiers de pratique avancée dans différents environnements de soins. L'idée étant de montrer que c'était possible, que ça n'allait pas être délétère pour les patients, mais qu'en revanche, on avait pas mal à aller gagner en termes de bénéfices pour la santé globale de la population. Donc des tentatives d'influencer les prises de décision, mais quand même des décisions qui ont un petit peu tardé à exister. On a eu aussi beaucoup d'aide au niveau international, et ça, il faut le souligner. On a eu notamment les 3 présidentes successives du CII qui sont venues pour essayer de discuter avec les décideurs du ministère de la Santé, qui sont allés au contact aussi des parlementaires au moment des travaux qui étaient menés dans le cadre du vote de la loi de 2016, et puis également une initiative au niveau ordinal pour informer les députés et les sénateurs qui allaient voter la loi de 2016 sur ce qu'était et ce que n'était pas l'exercice en pratique avancée. Donc là encore, des initiatives qui visaient à façonner les textes législatifs tout d'abord.
Donc pendant ce temps, le système il s'est adapté. Comme on a mis énormément de temps à prendre des décisions, eh bien sur le terrain, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que dans le binôme infirmière-médecin, il y avait des glissements de tâches pour pouvoir continuer à exercer, continuer à avoir une continuité de soins, finalement. Eh bien, il y a eu ici et là pas mal de glissements de tâches, et finalement, on va le voir que ces glissements de tâches, c'est aussi ce qui explique parfois certains discours qu'on entend quand, par exemple, dans une équipe, vous avez une infirmière qui dit « Moi, à la rentrée prochaine, j'ai un projet professionnel d'entrée en formation d'IPA. » Et parfois, vous avez des infirmières qui disent « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire 4 semestres à l'université pour faire ce que je fais moi ?» Donc on voit bien que globalement, ces glissements de tâches finalement, c'est ce qui a permis au système de tenir, mais c'est quelque chose qui n'était absolument pas, je dirais, une solution souhaitable. Et puis si on regarde sur cette période, on est bien dans ces organisations professionnelles, d'un côté médical et de l'autre infirmière, on n'est pas encore dans des organisations d'IPA, qui parlent de la pratique avancée, mais quand vous les entendez, ils ne parlent pas la même chose. Donc ça, c'est pas nécessairement aidant sur cette période. Alors si on regarde maintenant la deuxième période, donc là on passe 2016-2018. 2016-2018, on est dans un contexte de changement politique. On va voir que le changement de président a créé une certaine latence sur la production des textes d'application. On avance aussi avec une nouvelle stratégie nationale de santé, avec une loi de santé publique et là encore de nouveaux protocoles de coopération en termes de méthodologie à suivre. Qu'est-ce qu'on peut dégager en termes de faits marquants? Quand même, premier élément, première pierre à l'édifice, ce cadrage législatif qui nous est donné donc, par la loi de 2016 et qui introduit ce nouveau groupe, les auxiliaires médicaux, qu'on appelle les auxiliaires médicaux en pratique avancée, et une décision ministérielle de faire de la profession infirmière la profession de test dans ce domaine. Ce qui était l'article 119 de cette loi de modernisation du système de santé qui a donc modifié le code de santé publique, a commencé à fixer les règles de ce qu'on entendait par exercice en pratique avancée pour des auxiliaires médicaux. Donc on introduit ce titre préliminaire sans bouleverser globalement le système global. Et puis après, on a attendu un peu longtemps, parce que les textes d'application ont commencé avec un président et avec une ministre de la Santé, se sont arrêtés, puis bien sûr quand il y a un changement de ministre, forcément les méthodologies du ministre précédent ne vont plus au ministre suivant. Donc bref, on a recommencé sur d'autres bases pour finalement arriver à des textes. Alors enfin, on voit le bout du tunnel, un bout du tunnel qui intervient donc en juillet 2018 avec la publication des premiers textes d'application qui encadrent à la fois l'exercice et la formation. Ce qui est intéressant, si on regarde ces premiers textes, c'est que le ministère a réussi à convaincre à peu près tout le monde, sauf le domaine psychiatrie santé mentale, puisque après un certain nombre de tergiversations, puisqu'initialement ce texte devait être diffusé, être publié avec 4 domaines d'intervention, donc qui inclurent la psychiatrie et la santé mentale, et comme il n'a pas été possible d'arriver à une négociation fructueuse en 2018, le ministère cesse d'attendre et dit on produit une première salve de texte avec 3 domaines d'intervention, et puis on donne aux gens de la psychiatrie et de la santé mentale une année complémentaire, et on se revoit en 2019 avec des textes qui vont cette fois-ci introduire un 4e domaine d'intervention. Donc, à la publication des textes de 2018, il y a un peu de grogne. Alors, il y a ceux qui disent ça va beaucoup trop loin, puis il y a ceux qui disent ça va pas assez loin.
Et donc, notamment, on a vu aussi à la lecture de ces textes qu'on a la chance en France d'avoir une langue qui est très riche en synonymes, puisque on voit qu'il y a certains termes d'usage courant dans les pratiques qui manifestement sont réservés à une certaine profession et qui ne peuvent pas être utilisés par d'autres professions. Donc globalement, on est dans ces logiques-là à la publication. Donc on a vu qu'au moment où les textes sont parus, eh bien, il y a eu un certain nombre de réactions dans ce sens des uns et des autres. Globalement, sur ce moment, eh bien, on est toujours, si on regarde sur le terrain, dans le binôme de ce qui est encore des infirmières et des médecins, toujours dans cette logique de glissement de tâches. Si on regarde qu'est-ce qui s'est joué au niveau des organisations professionnelles et médicales qui étaient autour de la table pour produire ces premiers textes, donc là bien sûr hein, c'est encore des organisations professionnelles infirmières, on n'a pas encore des organisations professionnelles IPA de fait, puisque la fonction n'est pas créée. Et alors je me suis amusé à recenser tous ceux qui avaient été conviés à la négociation. Alors ça c'était la méthodologie Touraine. Et puis la méthodologie derrière, qui a été prise par la ministre suivante, était beaucoup plus resserrée. Et alors, je me suis amusé à regarder globalement quels étaient les messages qui étaient portés par les trois parties prenantes en présence, c'est-à-dire ce que pensait le décideur politique, ce que pensait le groupe professionnel médical, ce que pensait le groupe professionnel infirmier. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Pour le décideur politique, eh bien, ce qui était mis en avant, il y avait des objectifs affichés en termes d'accès aux soins, en termes de temps médical gagné, de pertinence, d'efficacité, de qualité, de sécurité et d'efficience. Mais quand on les écoutait, il y avait aussi des objectifs cachés autour de la dérégulation des professions de santé, autour d'une volonté d'affaiblir certains monopoles, autour d'obtenir des gains de productivité, rappelez-vous les mots-clés de tout à l'heure, accès, qualité, sécurité, mais coût également, et puis aussi éviter le fait d'avoir un mécontentement citoyen, parce que c'est certain, quand on n'accède pas aux soins, ça n'est pas une situation qui est très populaire pour des politiques. Si on regarde ce qui était porté par le groupe professionnel médical au travers de ses représentants des organisations conviées à la table des débats, ce qui était affiché, c'était gain de temps, maintien de la qualité, de la sécurité des patients, maintien du monopole et donc souhait d'une supervision assez forte de cette nouvelle fonction. Et puis derrière, il y avait aussi, plutôt pour la frange libérale de l'exercice médical, eh bien un souhait de ne pas voir le chiffre d'affaires être trop menacé, et puis également de garder une suzeraineté dans le champ médical. Si on regarde ce qui était porté en termes d'objectifs affichés et d'objectifs cachés pour le groupe infirmier, pour qu'on fasse le tour de la table des négociations, l'idée, ce qui était avancé, c'est qu'est-ce que la profession infirmière a apporté dans ce domaine, dans ce gros problème de santé publique, en quoi ça peut valoriser et amener plus de reconnaissance sociale à un groupe professionnel qui en a besoin. Et puis ce qui était mis en évidence, c'était c'est forcément une fonction qu'on doit penser avec de l'autonomie clinique. Les objectifs cachés, il y avait quand même un peu d'émancipation autour de ça, essayer de grignoter cette organisation du code de santé publique dans cette logique médicale et auxiliaire médicale. Et puis parfois aussi, il y avait des groupes de référence pour certains groupes professionnels qui étaient allés, qui étaient à rechercher dans le champ médical. Donc voilà un peu pour essayer de cadrer ce que pouvaient porter les uns et les autres dans ces tables de négociation entre les groupes professionnels concernés. Si on regarde la période 2018-2021, alors là, c'est une période assez compliquée, on va dire, qui a débuté par une crise des urgences, qui s'est poursuivie par une crise sanitaire, avec une période où les soignants ont bien donné. On dit que ça a mis entre parenthèses toute la lourdeur technocratique dans les organisations. Ça a généré beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup d'épuisement.
il y a eu une reconnaissance sociale qui a été marquée et qui a été suivie donc par le fameux Ségur de la santé pour essayer de transformer cette reconnaissance sociale en quelque chose qui pouvait être tangible en termes de rémunération. Alors si on regarde les faits marquants de la période, alors déjà on a eu les premiers diplômés qui sont passés par voie de validation d'acquis, qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient principalement des gens qui avaient bénéficié d'un master en sciences cliniques sur les années précédentes. Et puis, sur la période, le ministère de la Santé tient parole, réussit sa négociation pour le champ psychiatrie santé mentale et sort en 2019 le 4e domaine d'intervention. Quatrième domaine d'intervention qui est intéressant aussi parce qu'il met en avant, à côté d'un champ clinique, un champ, une approche populationnelle qui est nécessaire à un exercice en santé mentale. Ensuite, le ministère fait beaucoup de publicité pour la fonction, engagez-vous sur le sujet. Les universités aussi emboîtent le pas et on a globalement un nombre de programmes qui ne cesse d'augmenter et en même temps un nombre d'étudiants qui semble assez attirés par ce type de formation. Et puis, qu'est-ce qu'on constate également ? Forcément, là, on est plutôt dans le soufflet qui retombe. C'est-à-dire que quand on en arrive au volet des grilles de rémunération, des avenants concernant l'exercice libéral, forcément il y a un peu de déception et le ministère n'a pas nécessairement pensé que la rémunération est aussi un témoin d'une reconnaissance sociale et d'une plus-value. Et là, c'est un petit peu le désenchantement sur ce côté-là. Ensuite intervient la crise des urgences et la décision que si on met une IP à l'urgence, ça peut améliorer la crise. Sauf que là, forcément, il a fallu un peu de temps pour imaginer ce 5e domaine d'intervention, parce que forcément, il ne ressemble pas aux quatre autres. Les 4 premiers sont centrés sur des populations vivant avec des pathologies chroniques dites stabilisées, alors que celui-ci est pensé, alors il ne faut pas l'imaginer, on ne peut pas dire qu'il est un premier recours, donc on va parler de motifs de recours, et qu'en même temps, c'est aussi on a vu dans les textes qui sont parus en 2021, c'est aussi un texte où finalement, il manque un morceau à ce texte, puisque en termes de prescription pour les IPA urgences, lorsqu'elles travaillent sur un parcours paramédical, le problème n'est pas résolu encore à cette date. Mais toujours est-il que les urgences apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on regarde maintenant en fin de période sur l'impact sur la relation professionnelle-médicale, professionnelle-infirmière, avec ces premières IPA qui arrivent? Parfois les IPA se disent, les premiers pionniers disent il y a beaucoup d'endroits où la préparation a été insuffisante dans les environnements quand il s'agit de les accueillir. Il faut se construire une relation interprofessionnelle sur de nouvelles bases avec le médecin dans cette nouvelle fonction-là. Et beaucoup d'IPA parfois disent attention, on sous-utilise nos compétences et parfois on se retrouve un peu le sable entre les pierres et là où on devrait se voir confier du suivi de fil actif de patients, finalement quand on regarde notre quotidien, parfois c'est surtout se voir attribuer des activités que le médecin n'apprécie pas nécessairement de faire et parfois aussi que le cadre de santé en établissement n'apprécie pas nécessairement de faire. Donc bref, il y a un petit peu parfois de sentiment d'impréparation dans un certain nombre d'environnements de soins. Et puis également, ce qui est énormément mis en avant, c'est les difficultés qui sont vécues dans le champ de l'exercice libéral pour les IPA qui choisissent ce mode d'exercice. Alors, si on regarde maintenant au niveau des organisations professionnelles médicales, là, il y a beaucoup de choses qui se jouent, puisque on a un groupe professionnel qui se crée, et qui se crée très rapidement, et qui se dote de tous les attributs lui permettant d'exercer efficacement dans le champ de la santé aux côtés d'autres organisations professionnelles. Donc vous voyez arriver forcément ce qui préfigurait l'association, un syndicat, une première société savante, et cette année il y en a une deuxième, et puis assez rapidement un conseil national professionnel. Donc ça s'organise énormément.
D'un autre côté, il y a des vecteurs d'information qui sont créés, hein, il y a des organisations de conférences nationales et régionales, puisque là on en a l'exemple. On a également eh bien, une revue professionnelle dédiée qui fait son apparition, donc on voit que cette organisation elle se met peu à peu en place. Dernière étape, là on arrive à la période contemporaine, donc une période contemporaine où globalement c'est un peu morose et c'est un petit peu le marasme dans un certain nombre d'environnements cliniques, hein, avec des fortes tensions RH, avec des zones et des territoires qui ne cessent de se désertifier. Parallèlement à ça, on voit également qu'on a des réformes qui sont engagées pour la première année des études médicales. On voit aussi qu'on remet sur la table l'exercice infirmier IDE et la formation initiale des infirmiers. Et puis tout ça, ça se joue aussi dans un contexte socio-économique qui n'est pas nécessairement très réjouissant avec les tensions internationales qu'on connaît. Alors l'effet marquant sur la période, Ségur de la santé, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses un peu curieuses, parce qu'on met d'un côté en avant qu'il faut accélérer le déploiement des infirmiers en pratique avancée, sur le modèle qui a été créé en 2018, mais on va créer une profession médicale intermédiaire, qui globalement, quand on regarde un petit peu la manière dont on le décrit, même si c'était un peu confus dans les propos du ministre de l'époque, ça ressemble quand même un peu à ce qu'on appelle au niveau international une infirmière praticienne. Bref, ça donne un premier projet porté par la députée Rist, qui est retiré rapidement, vu le tollé que ça génère. Et on lance une mission IGAS. Derrière, on a une infirmière qui était députée à l'époque, qui est Annie Chapelier, qui produit un rapport d'information qui montre les insuffisances du dispositif actuel. Derrière, on a un comité de suivi qui se met en place pour suivre l'introduction de cette fonction, et on obtient le résultat de la mission IGAS qui a été lancée et qui est finalement en faveur d'une évolution du modèle, parce qu'elle pointe eh bien, que le modèle tel qu'il a été pensé est largement insuffisant. Et ce qui est intéressant à voir dans ce rapport, c'est les préconisations qui notamment mettent en avant que, outre le problème de modèle économique, il y a une nécessité de repenser et d'imaginer comment le premier recours pourrait être imaginé dans le contexte français. Donc plutôt des préconisations porteuses, et puis ce rapport constitue la première évaluation du déploiement des IPA à cette période. Derrière, on obtient aussi un avenant un tout petit peu plus favorable pour l'exercice libéral, donc là encore ça débloque un peu le système de ce côté-là. Et puis, on a première décision dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2023, une tentative d'expérimentation dans 3 régions, finalement, d'un premier recours pour les infirmiers. Et juste derrière, avant même que ces méthodologies aient pu être mises en place, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Un projet de loi RIST 2 qui initialement prévoyait, avant les amendements, de mettre en place ces 2 niveaux et de coller finalement à la typologie qu'on a vue au départ, et qui, une fois qu'il est voté en mai de cette année, eh bien, est voté, mais n'est pas immédiatement suivi de texte d'application, et à cette date, on les attend encore. Donc bien sûr, cette période, elle doit être suivie, elle fait l'objet de votre veille documentaire. Et globalement, qu'est-ce qu'on voit sur cette dernière période en termes d'impact sur la relation profession médicale et IPA? Eh bien, on a encore des zones où le déploiement est difficile, mais très curieusement, on a d'autres zones qui sont notamment les zones où les déserts médicaux sont plus prégnants, où finalement on a une autonomie clinique pour les IPA qui est très large et qui fait parfois fi du cadre législatif et réglementaire.
Ça aussi, c'est un peu particulier. Et puis, bien sûr, hein, au niveau des organisations professionnelles, c'est un peu tendu la période. Et je pense qu'avec la grève de la semaine prochaine, on risque encore d'avoir un petit peu plus de tension tout à fait renforcée, bien entendu, par les réseaux sociaux et par tout ce qui peut se dire entre les positions des uns et les positions des autres sur ces sujets. Des choses qui sont de moins en moins bien supportées, c'est des écarts entre la manière dont on décrit. Bon, certaines organisations professionnelles décrivent le quotidien des professionnels et puis ce qui est vécu au chevet des patients chaque jour par ces mêmes professionnels. Et puis on se rend compte aussi que parfois, là où il y aurait besoin d'arbitrage ministériel, il tarde un peu à venir. On a quand même quelques leviers qui sont qui peuvent être actionnés. Hein. On voit bien qu'on a aussi une profession qui a tendance quand même à se renforcer au niveau infirmier. Et puis on peut utiliser un certain nombre de données probantes sur le sujet. Donc globalement, les perspectives, plus on va produire, plus on va promouvoir l'interprofessionnalité dans cette diade, mieux ce sera. En soulignant que on a avant tout besoin d'interdépendance, que les 4 mots-clés qu'on a eus en filigrane ont tout leur sens, et qu'il est très important aussi de ne pas négliger autour de tout cela la manière dont la plus-value des IPA sera mise en avant grâce à un dispositif d'évaluation adapté. Dernier point. On a vu qu'il y a énormément d'études sur ces sujets-là au niveau international, on n'en a pas assez au niveau francophone et français. Donc, si on a des gens qui sont en mal d'identification d'objets de recherche, là, il y a énormément à dire. Voilà, je voulais terminer avec une citation de Barbara Stilwell, qui est l'infirmière qui a permis l'introduction de l'exercice en pratique avancée au Royaume-Uni et qui a aussi dirigé la campagne Nursing Now, qui disait « Mais rassurez-vous, vu l'état de santé des populations, il y aura du travail pour tout le monde. » Voilà les quelques références que j'ai utilisées, puis je vais laisser Barbara Stilwell. Merci.